attendre un peu. On a à peu près 50 inscrits, donc visiblement c'est un sujet qui intéresse énormément. Oui, alors on va commencer doucement par l'introduction, un petit peu pourquoi ce webinaire. Et comme vous le voyez, ben, on essuie un peu les plâtres, hein. C'est une première sur le sujet, alors que c'est un sujet d'importance puisque l'application des normes et des lois, et d'ailleurs 1er novembre, commence au 1er novembre, hein, si je me souviens bien. C'est un webinaire en 3 parties pour sensibiliser à l'arrivée de la 5G donc sur les mâts d'éclairage public et pour se préparer donc à la régularisation du règlement européen. Juste un petit rappel en introduction. Donc, les 3 webinaires démarreront à 9h30 chaque fois. Aujourd'hui, 8 octobre, le 6 novembre et le 8 décembre. Alors, la date du 8 décembre euh, pourrait éventuellement changer, bouger, hein, mais on a le temps d'ici là. Euh, le 6 novembre, donc le mois prochain, on abordera tout ce qui concerne les mâts d'éclairage public et la fibre optique et les dessous des installations, de l'installation de tout cela, euh, avec pour objectif de décrypter un petit peu tous les aspects techniques, tout ce qui concerne le génie civil, les réseaux d'énergie, les fibres, hein, et le rôle de chacun des acteurs pour réussir l'implantation des small cells. Et le 8 décembre, donc le dernier webinaire sur les antennes, tout ce qui va concerner le droit, les droits, devoirs et redevances, qui paye quoi et qui décide. Donc on va pouvoir comme ça un peu clarifier les responsabilités de chacun et en apprendre un peu davantage aussi sur le cadre légal. Donc depuis 2014, donc c'est pas tout neuf, hein, ça fait à peu près une dizaine d'années, l'Europe a déjà mis en place donc une directive qui vise à réduire le coût du déploiement des réseaux haut débit. Donc, comme vous le savez, plus on s'éloigne en distance, hein, pour la 5G, pour les téléphones portables, plus il faut de puissance. Et il y a, au bout de 100 mètres, plus de 80% de perte d'énergie. Vous avez des antennes avec des puissances de 5 kilowatts sur les toits, et 100 mètres plus loin, voilà, il y a à peine 20% d'efficacité. Et avec la montée en débit, montée en puissance, donc la seule option possible est d'aller au contact du citoyen. Donc le réseau d'éclairage public est le seul outil très accessible, hein, pour le déploiement du haut débit. Pour les plus anciens, hein, j'en parlais justement avec Yves. Vous vous souvenez des antennes des grandes ondes, hein, il y avait un émetteur au Luxembourg, un émetteur en Belgique, un autre à Monte-Carlo, et puis l'émetteur de France Inter à Paris, qui suffisait pour couvrir toute la France. Donc en basse fréquence, on pouvait envoyer et émettre de l'information très très loin. Plus on monte en fréquence, plus on monte en débit, bien on ne peut plus apporter 10 minutes autant, et c'est une loi en 1 sur R carré. Donc ça va très 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 vite. Aujourd'hui, on arrive à une limite et le seul moyen de pouvoir déployer la 5G dans les villes, puisque plus on monte en fréquence, plus elle est sensible aux perturbations et aux murs, hein, un mur en béton à basse fréquence, ça se traverse sans souci, à très haute fréquence, c'est un mur. Voilà, un mur, et derrière, on a forcément une ombre. Donc, l'augmentation du haut débit ne peut passer que par un rapprochement d'antennes beaucoup moins puissantes, mais beaucoup plus proches. Donc, l'application en France de cette directive a donné donc le plan très haut débit fibre. Et aujourd'hui, nous franchissons donc cette nouvelle étape avec le règlement qui s'appelle UE 2024-1309, qui est applicable dès novembre 2025. Donc voilà, c'est pas le futur, c'est pas de la science-fiction. Nous sommes dedans. Nous sommes pleinement dedans. L'Union européenne donc impose un cadre beaucoup plus ambitieux pour garantir un accès généralisé aux gigabytes pour tous, et bien c'est-à-dire à la fibre, hein, et au réseau mobile de nouvelle génération. Bon, plus concrètement,
les textes et les lois changent la donne pour toutes les collectivités, les opérateurs et les gestionnaires d'infrastructures. Cette loi introduit des délais de réponse très stricts et un guichet unique numérique obligatoire, euh, avec de nouvelles obligations techniques pour les bâtiments et les travaux de génie civil. Et l'éclairage public est pleinement dans cette nouvelle, je dirais, ces nouveaux paradigmes, cette nouvelle façon de voir le métier d'éclairage. L'objectif donc de ce premier webinaire est de comprendre ce que sont ces stations 5G. Donc, et Yves va présenter beaucoup d'exemples à la fois sur le campus auquel où l'IRIT, donc l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, à travers Raïm Kassidi, qui a participé au déploiement de la 5G sur le campus. Donc, on a bien des exemples concrets, réalistes et très proches de nous sur Toulouse, mais aussi à l'étranger. Donc, Yves présentera un petit peu différents exemples. Pour expliquer donc et pour comprendre ce que sont ces stations 5G, donc, qui auront accès donc aux mâts d'éclairage, à nos mâts d'éclairage, et donc comprendre ces changements, identifier les impacts pour les collectivités et les acteurs locaux. Voir ensemble comment transformer ces contraintes réglementaires en opportunités de déploiement et des services pour les territoires. Donc, nous allons voir le contexte et les conséquences, le règlement européen, comme je l'ai dit, EU 2024-1309, et les enjeux en deuxième partie, utilisation massive de la 5G, et pour finir, on abordera tout ce qui est opportunités et revenus pour les collectivités. Bon, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de la présentation. Nous sommes combien maintenant à peu près, une vingtaine. Ouais. Bon, les autres viendront. Hein, on est tous très serrés dans nos plannings, donc on va pas attendre tout le monde. Je pense qu'on peut continuer. Je vais te passer la main un petit peu. Voilà, pas parler tout le temps. Un petit peu à toi. Alors, en fait, c'est quoi la 5G? Alors, attends, je vais arrêter de partager quelques secondes pour vous montrer mieux l'image. C'est quoi la 5G? En fait, on trouve des antennes comme ça, des blocs. On verra après, c'est un produit qui est très répandu. Et ça, ces petits boîtiers-là apparaissent depuis quelques années sur des façades d'immeubles et commencent à apparaître sur les mâts d'éclairage. Il y a dans le monde, en gros, 5 constructeurs de stations 4G, 5G, donc ce qui connecte vos téléphones portables au réseau. Hein. Il y a à peu près 4-5 fabricants dans le monde qui ont 80% du marché. Hein. Et en Europe, 70% du marché, c'est Ericsson et Nokia. Et là, c'est du matériel Ericsson. Il se déploie des milliers de stations 4G, 5G comme ça en Europe. Et ils ont développé des produits de plus en plus petits, miniaturisation électronique, suffisamment petits pour que ce soit discret sur des mâts, et c'était leur objectif. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Et justement, c'est la technologie, comme souvent, hein, c'est pour beaucoup de choses, c'est les composants semi-conducteurs évoluent, et du coup, miniaturisation, démocratisation, massification, tout le monde a de la technologie. Ben, le sujet de la 5G, il est un peu là aujourd'hui. Il est de se dire, finalement, les opérateurs ont la capacité d'implanter ça partout, à tel point que à Londres, il y a déjà 1300 stations 5G implantées en ville. Et on voit sur le slide à gauche, le boîtier carré, là, il est en noir, hein, mais c'est exactement cela. Que je vous ai montré. Donc, on en trouve principalement sur des mâts là-bas. C'est à l'échelle de l'Angleterre, il y en a un peu plus de 20 000 à l'heure actuelle. Les Britanniques, on prend l'exemple britannique parce qu'ils sont proches de nous, on verra après, il y a l'exemple américain, mais les Britanniques ont démarré assez tôt ce genre d'intégration sur leur mât d'éclairage public. Et puis, les villes ont même canalisé les usages. On voit l'exemple de Glasgow qui est assez intéressant. En haut à droite, on a une carte
des antennes présentes sur la ville pour l'opérateur Three. Alors, c'est pas la même chose que Free chez nous. Three, donc 3, qui est un très gros opérateur britannique. Et sur le plan de la ville, on voit des petits logos d'antennes avec le poteau avec les ondes autour. Mais on voit aussi un logo qui est un mât d'éclairage avec une antenne au-dessus. Les 2 tiers des antennes du réseau 4G, 5G, enfin du réseau cellulaire de l'opérateur Three à Glasgow sont, comme ce qu'on a sur l'image de gauche, implantés sur les mâts d'éclairage. Donc, il ne s'agit pas de nouvelles technologies ou futures technologies. Hein. Il y a dans certains pays, ça devient un vrai mode d'exploitation de déploiement des réseaux cellulaires. Et la petite image au centre, on retrouve à nouveau le boîtier Ericsson que je vous ai montré tout à l'heure, qui est implanté au-dessus de la lanterne. La ville a précisé comment mettre ça en œuvre, avec des prix, avec des conditions d'accès. On y reviendra dans d'autres webinaires. Ça nous amène au cas toulousain, qui nous concerne, nous, ici, Midi-Pyrénées. On a eu, en même temps que la ville de Toulouse, sur le site de l'université, plusieurs expérimentations de réseaux cellulaires privés en small cell. Et l'université, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Autocampus, a mis en place sur ses bâtiments des petites antennes. Et il faut savoir que la fac avait interdit toutes les antennes d'opérateurs télécoms sur son site pour des questions d'ondes et de rayonnement, ou une communauté un groupe qui est en charge de tout ce qui est sécurité sanitaire de l'université a dit c'est quand même parfois des puissances très importantes. On a des étudiants qui sont juste à côté, ainsi quand même de près de 40 000 personnes, mais finalement les opérateurs télécoms avaient installé leurs antennes autour et l'université avait interdit l'implantation d'antennes sur place. Cette notion de petites antennes, de small cell, dont on va continuer à parler tout à l'heure, justement pourquoi ça s'appelle small, a permis de dire à l'université, finalement, on peut mettre des antennes à très basse puissance. Alors, c'est plus puissant qu'une borne Wi-Fi, mais c'est des puissances très très faibles. On est à 1/100 d'une station cellulaire normale. Comme disait Laurent tout à l'heure, c'est le carré de la distance. Et puis, donc, si on veut rayonner sur 200 mètres, il faut une puissance infiniment plus faible que pour rayonner sur 2 km. Donc, il faudra 100 fois moins de puissance. Donc, une petite antenne qui fait 3 watts va remplacer une antenne 300 watts qui est autour de la fac. Donc, les gens qui attendent le bus sont près d'antenne 300 watts. Mais les gens qui sont sur la fac, c'est 3 watts. Donc, l'idée, c'est un petit peu ça. L'université s'est impliquée là-dessus, a installé son propre réseau et la première en France et peut-être en Europe à avoir son réseau 5G privé, rien que pour elle. La ville de Toulouse a fait un peu pareil. Elle a mis en place un réseau privé 5G pour ses collaborateurs, pour les forces de sécurité, suite aux événements d'AZF en 2001. Les réseaux cellulaires étaient tombés, c'était arrêté, avaient été soufflés, avaient été pulvérisés. Avec des petits réseaux résilients, ce problème-là peut être réglé. Et donc la ville est partie sur ce principe-là et a mis en place les mêmes genres de solutions. On va voir après les cas. Et Toulouse a collaboré avec la ville d'Orange, avec le groupe Orange également, sur des expérimentations sur son territoire, où ils ont mis en place ce que l'on voit là. C'est un mât dédié télécom, mais qui peut porter un luminaire. Et ce mât intègre en son haut une antenne qui est tubulaire, qui est juste vraiment sous le luminaire. Et il y a un coffret électronique dans le pied où on retrouve un petit boîtier d'éclairage classe 2, toute la partie régulation, tension, et puis les équipements télécom. Mais quand on ouvre ce mât, c'est un mât télécom. Hein. Il y a tous les équipements télécom à bord. C'est pas tout à fait classique. Ça nécessite une formation pour l'exploiter. Donc Toulouse avait mis ça en place devant une station de métro. Et sur la photo de droite, on voit c'est des immeubles résidentiels. Et l'idée, c'est de dire finalement, si on met une petite antenne au milieu de la ville, dans l'axe des fenêtres, on peut utiliser une antenne qui va être 100 fois moins puissante que si on se place dans le cas d'une grosse antenne sur un toit d'immeuble qui doit faire 2 km de portée. Et donc, c'est ce qu'a démontré cette expérimentation. Ça a démarré, il y a plus de 5 ans. Et la ville de Toulouse, donc je disais tout à l'heure, a rebondi un peu sur cette notion en disant, nous, finalement, on a des mâts d'éclairage, on peut très bien faire ça aussi, mettre en place notre propre réseau pour nos collaborateurs. Et la ville s'est saisie du sujet et a voulu tout pouvoir superviser elle-même. Donc là, on a un mât d'éclairage public. Je dis bien, c'est un mât d'éclairage public. Ce n'est plus un mât télécom. Et sur ce mât d'éclairage public, on trouve 2 stations radio
de type small cell, plus puissante que la petite que je vous ai présentée en introduction. On est déjà dans une catégorie où on va pouvoir connecter sur une portée de l'ordre des 300-400 mètres, pas mal de monde, plus de 2000 personnes potentiellement. Donc ça, c'est une solution qui a été implantée par la direction d'éclairage public de Toulouse. Donc c'est Joël Laverne à ce moment-là qui était en charge de cela. Et puis le réseau est aussi opéré par la ville de Toulouse. C'est Joël Di Marco qui est assez connu dans le domaine des télécoms et des implantations sur infrastructures comme ça d'éclairage. Et lui, venant des réseaux et des infrastructures de génie civil de la ville, maîtrisait parfaitement ces sujets d'implantation sur l'espace public. Donc ça, il y en a à différents endroits de la ville de Toulouse, et c'est un mât d'éclairage public. Là, dans le cas précédent, ça, c'est ce qu'il y a, pour ceux qui sont à Paris, c'est Paris To Connect autour des quais de Seine. Et il y en a 6 comme ça, 6 stations cellulaires implantées exactement le même mât. En revanche, le boîtier d'antenne est implanté comme ici, en haut du mât. Donc, si vous allez devant le pont Georges Pompidou à Paris, vous regardez en direction de la gare d'Austerlitz, regardez bien en l'air, vous trouverez ces stations, elles sont là. Pourtant, c'est classé bâtiment de France, il a fallu beaucoup d'autorisation pour le faire, hein, juste devant la Seine, mais c'est pas le futur, c'est là. Et les Américains ont démarré avant nous. Et on va voir tout à l'heure que l'Europe a repris pas à pas toutes les règles, fonctionnement et droits d'usage des mâts d'éclairage pour les opérateurs télécoms, et l'Europe a réappliqué ça, et la France est en train de réappliquer strictement le même règlement. C'est pour ça qu'il y a une dynamique à comprendre dans les cas d'usage mondiaux, où on en est, et puis qu'est-ce qu'on peut faire, et quels sont les retours des autres dans la même situation. Là, on a pris un cas de Washington, à droite. La ville dit, il y a une règle depuis 2018 qui s'appelle le FCC, le Small Cell Order, donc la loi sur les small cells. Et cette loi dit, si vous avez un mât d'éclairage, vous, ville, vous êtes obligé d'accepter d'implanter des antennes cellulaires dessus, sauf contestation recevable, mais il faut monter un dossier de contestation. Vous avez au maximum 30 jours pour vous opposer au départ sur les éléments. Vous devez quand même fournir des données de génie civil. Et puis, au bout de 3 mois, par défaut, l'opérateur a le droit de mettre son antenne si vous n'avez pas pu vous opposer avec un dossier recevable. La loi américaine fixe les prix. Une ville ne peut pas demander plus de 270 $ par an de redevance pour prêter son mât à l'opérateur télécom. Et la ville ne peut pas demander plus de 500 $ pour instruire le dossier de génie civil et de fourniture des documents et d'instruction des procédures. Ne peut pas demander plus de 500 $ au départ lors de l'installation d'antenne. Donc ça s'est beaucoup déployé aux États-Unis. Là, on voit les cas de Washington. Washington a dit, OK, bon, on comprend, il y a une loi, mais nous, on vous dit, pour les questions d'esthétique, où là, l'urbanisme est encore souverain, on accepte que l'antenne soit au maximum à une certaine hauteur, c'est-à-dire 76 cm au-dessus du luminaire, et puis les boîtiers électroniques où il y a l'antenne ou l'émetteur, sont sous le mât, et aussi on définit leur taille maximale et puis leur diamètre maximum. Donc on trouve des cas d'usage en fait où la loi est arrivée, et dans les années qui ont suivi aux États-Unis, ils ont fixé des règles d'esthétique et d'urbanisme. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. C'est ce qui devrait se passer en France. Alors pourquoi ces mâts d'éclairage intéressent les opérateurs télécoms? C'est assez simple. Quand on n'était pas beaucoup à utiliser un réseau cellulaire juste pour de la voix à 10-13 kilobits, il y avait peu d'antennes, il y avait peu de fréquences disponibles. En France, c'était 800-900 MHz pour ces fréquences-là. Et les gens étaient connectés avec un réseau de grandes tours, un peu comme les grandes ondes pour la radio, hein. Donc, il y avait peu d'antennes et on pouvait connecter à peu près tout le monde. Est apparu Internet. Là, on n'est plus en kilobits, on commence à attaquer en mégabits. Du coup, il faut des fréquences supplémentaires. Les États allouent des fréquences qui sont non plus dans les 800 MHz, 700 MHz, 600 MHz, 900 MHz, mais là, on est dans les 1 giga 8 à 2 giga 5, 2 giga 6 même. Il faut déjà beaucoup plus d'antennes parce que, une question de débit sur un diamètre donné par rapport à la fréquence disponible,
la bande passante. 2, une question de portée radio. Plus on monte la fréquence, moins elle va loin. Et arrive la 5G, où, n'oubliez pas, l'État a vendu ces bandes de fréquences à des montants qui sont en milliards. Du coup, pour que les redevances soient payées, l'État doit attribuer une capacité, faciliter l'accès à ces infrastructures de réseau 5G. Donc, on a beaucoup plus d'antennes. Et en pratique, il faut 9 fois plus d'antennes pour la 5G que pour les réseaux historiques 4G basse fréquence, 3G. Donc, où trouver ça? Le plus simple, c'est de faire un accord avec une ville, d'utiliser tous les mâts d'éclairage plutôt que d'aller voir chaque immeuble, négocier avec chaque syndic, et puis se retrouver avec le propriétaire du dernier étage et les gens qui habitent en face d'une antenne qui, d'un coup, ont leur bien baissé de 10-20% parce qu'il y a une antenne juste en face. Donc, la ville est le meilleur accès, et qui plus est, s'il y a des redevances, ben, finalement, la redevance part à la collectivité à une période, encore plus maintenant, où la collectivité a besoin de sous pour fonctionner. Donc, l'État a besoin que les services 5G et les fréquences qu'ils ont vendues puissent être déployés facilement. Il y a des études de marché là-dessus. C'est le groupe PwC, avec Pricewaterhouse, qui a fait une grande étude qui explique que les réseaux 5G peuvent pas fonctionner sans la révolution des small cells. Et en pratique, en un petit cas, désolé, c'est un peu technique, mais ça va quand même illustrer le vrai cœur du sujet. Ici, on voit 2 simulations d'une ville dense, c'est New York. Et à gauche, on a un réseau 4G qui est implanté au plein centre de la ville. On va connecter un peu toute la zone. Alors, il y a d'autres réseaux à côté, mais on va regarder juste le centre de l'image. On a une zone noire, bleue, foncée, où globalement, tout le monde est connecté assez correctement à haut débit. Même le bord de l'image, vers le bas, là, on est quand même correctement connecté. Si on met une antenne 5G, il y a une zone où on va pouvoir transmettre beaucoup de haut débit. Pour les techniciens, on peut transmettre 6 bits par hertz, 6 bits par sinusoïde, on va dire, contre 2 bits ou 1 bit dans les réseaux précédents. Donc le très haut débit, c'est ça. La 5G, c'est le très haut débit. Mais dès qu'on a parcouru 50 mètres, 100 mètres, ça retombe, et on voit des zones blanches sur le dessin. À cause de la fréquence, en fait, ce réseau 5G va avoir beaucoup de zones d'ombre. On va pas pouvoir connecter tout le monde, et surtout pas à l'intérieur des immeubles. Donc, il y a un vrai problème. Il va falloir mettre beaucoup d'antennes et jouer avec des anciennes antennes à des fréquences qui portent loin et des antennes 5G qui apportent beaucoup de débit devant des écoles, devant des facs. Donc, décharger le gros du débit pour les usagers. Donc, l'Europe s'y est mis un peu comme les États-Unis. En 2020, ils ont dit, tiens, quand même, effectivement, on a un problème. On a vendu des bandes de fréquences, on a promis des choses aux opérateurs télécoms, mais c'est pas exploitable. Donc, comment faire? Ils ont dit, il y a le mot small cell qui est devenu dans le langage courant, petite cellule radio, mais c'est pas bien défini. On va le définir et on va dire ce qu'on autorise à faire, ce qu'on veut faciliter en Europe. Et ils ont défini que d'abord un nom, le Small Area Wireless Access Point, est un petit peu un point d'accès, un peu comme le Wi-Fi. Ils ont repris la terminologie Wi-Fi. Donc ils ont appelé ça SAWAP. Ils disent un volume limité à 30 litres devrait suffire pour contenir les principaux points. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était plutôt de l'ordre des 3 litres, la petite station. La connectivité qu'on va avoir avec ce genre de solution peut quand même atteindre des débits de 600-700 mégabits. Donc, on met en place ce genre de solution et le règlement européen de 2020, 1070, dit on veut faciliter le déploiement de ce genre d'antenne sur des zones, des infrastructures de faible superficie, comme les poteaux d'éclairage. Les feux de circulation, c'est un peu plus sensible. Panneaux d'affichage, ils sont beaucoup trop bas. Arrêt de bus, pareil. Donc voilà, donc il y a un règlement européen en 2020 qui voulait faciliter ce genre de déploiement. Et dans ce règlement, donc les paragraphes sont repris, ils reprennent une norme de sécurité sanitaire et de classement de puissance radio, où on dit, par rapport à des puissances, et on voit un petit tableau ici rayonné, on appelle le IRP, on dit globalement à quelle distance
on a le droit de mettre une antenne par rapport à un usager, en règle sanitaire. À 2 watts, on peut le mettre n'importe où à proximité de l'usager. 2 watts, c'est ce qu'un téléphone 2G émettait à l'époque. Il faut savoir qu'un téléphone 5G et 4G n'émet plus à 2 watts, ils émettent à 0,25 watts. Ce qui va poser problème aussi, on va voir par la suite. À 10 watts, l'antenne doit être au minimum à 2,20 m au-dessus du sol. Ça veut quand même dire que si je mesure 2 mètres, j'ai l'antenne à 20 cm de ma tête quand je suis en arrêt de bus. Pas super. Ensuite, à 100 watts, bah, là, on va s'écarter un peu plus. Alors, ils disent 2,50 m minimum. C'est discutable. Et au-dessus de ça, et après, il y a des classes, ce qu'on appelle la classe E+. Donc là, on voit E0, E2, E10, E100, E+. C'est des règles de sécurité sanitaire qui s'appliquent. Donc ça, c'est ce qu'a fait l'Europe en 2020. En pratique, ce règlement européen imposait à tous les États européens de donner le nombre d'antennes implantées. La France a déployé 8000 antennes à fin 2023. Je n'ai pas chiffre pour 2024. Sur les 2000 antennes, il n'y en a quasiment pas en dessous de 2 watts. En Allemagne, il y en a 0 en dessous de 2 watts. Elles sont entre 2 watts et 10 watts. Ils sont mis au maximum de l'autorisation qu'il y avait pour implanter une antenne sans contrainte. Parce que cette réglementation disait jusqu'à 10 watts, vous pouvez déployer facilement. Après, c'est plus compliqué. Ben, finalement, en fait, les opérateurs ont dit, ouais, mais c'est insuffisant. Avec ces puissances-là, on voyait tout à l'heure des dessins, on va courir 5 ans. Il nous faut plus de puissance. Et donc, la loi européenne a évolué et on a des syndicats d'énergie qui sont devenus extrêmement compétents sur le développement de fibres, ce qu'on appelle les RIP. Les syndicats d'énergie ont parfois déployé des réseaux qui couvrent plus de 95% des foyers de leur département. Ces réseaux fibres optiques, ils ont été aidés et accélérés en déploiement grâce à une loi européenne qui est déclinée en France sur le très haut débit, mais c'est une loi de 2014 qui s'appelle le Gigabit Infrastructure Act, qu'on a retrouvé chez nous adapté. Et ben, ce règlement a été mis à jour en 2024, donc le règlement 2024-1309, en disant on forçait les villes à laisser accès à leurs fourreaux, leur sous-sol pour déployer les fibres optiques dans des conditions précisées. Ben, finalement, le haut débit, c'est pas que la fibre. Maintenant, le haut débit, il y a la 5G. Donc, si on veut connecter les gens, on va les connecter potentiellement avec des réseaux cellulaires. Et vous allez donner accès non seulement à vos infrastructures physiques souterraines, mais aussi ce qui est au-dessus. Voilà. Donc, c'est simple, on étend la loi pour dire il n'y a pas seulement le réseau souterrain, il y a ce qui est au-dessus du sol. Sauf que ce n'est pas si simple. Donc, la France, assez discrètement, a présenté un projet de texte de loi cet été, donc pour consultation publique entre 2 juillet et 4 août. Certains organismes français, la FNCCR s'est positionné dessus, la VICA, quelques autres. Mais globalement, ce texte, cette proposition de loi, elle dit tout simplement, on va amender le code des postes et télécommunications, postes et communications. On va parler donc de droit d'implantation des équipements de télécommunications sur des bâtiments, mais tout ce qui est infrastructure d'accueil, et on considère, il rajoute un alinéa, infrastructure d'accueil, il y a façade, immeubles, mobilier urbain, tels que les poteaux d'éclairage, panneaux de signalisation. On retrouve en fait le règlement 2020 sur les SAWAP. Et donc là, le règlement dit, vous devez donner accès à vos mâts d'éclairage pour les opérateurs de télécommunications. Il y avait la loi européenne qui s'appliquait à novembre 2025. La loi française qui l'adapte, c'est 12 mai 2026. Voilà. Et il y aura un guichet unique où l'opérateur télécom fait une demande à un guichet unique et la collectivité va devoir fournir ces informations de la SIG sur les points qui intéressent, sur les localisations qui intéressent l'opérateur. L'opérateur, il ne sait pas où sont les mâts d'éclairage. Il va dire, je veux mettre une antenne là, je veux savoir ce que vous avez comme mât, les caractéristiques, les hauteurs, les fondations, les réseaux, tout ce qui va avec.
Donc, globalement, on se retrouve avec un calendrier imposé à tous les pays européens. Certains sont déjà bien en ordre de bataille là-dessus. La Belgique est très active. Le Portugal vient de sortir sa loi il y a 6 mois à peu près. La France traîne un peu, mais on a eu cet été le projet de loi. Donc, en droit européen, on peut venir vous voir déjà et puis dire à partir du mois prochain, OK, vous devez nous fournir ça, ça, ça. L'ARCEP en France commence à appliquer cette loi dans des jugements depuis l'été, en avance de phase, 2 mois avant. Ils ont imposé à Paris Nord 2 de laisser un accès et laisser implanter à un opérateur télécom à des équipements sur la voirie. Sur tout ce qui va être, à partir de février, tout ce qui est bâtiment neuf, quand des collectivités construisent, elles vont devoir prévoir la capacité pour laisser passer l'opérateur télécom avec des fourreaux, des passages de fibres sur les bâtiments. Et à partir de mai, donc les infrastructures comme les mâts, donc toutes les données géolocalisées et les données de SIG de génie civil devront être fournies dans les 10 jours après la demande de l'opérateur auprès de la collectivité. C'est là où, et on va le voir avec les prochains webinaires, on essaiera d'être un peu interactif sur comment travailler ensemble, mais c'est qu'est-ce qu'il faut fournir à l'opérateur et que les collectivités puissent savoir se positionner face à leurs obligations. Alors pourquoi en fait ces antennes vont arriver? Il y a une pression importante en France. Là, on a des chiffres sur la France concernant l'usage de l'Internet. On a un graphe, alors c'est à partir de données ARCEP, mais c'est Statista qui le publie. On a un graphe où on voit que depuis 2022, majoritairement, les gens utilisent Internet sur des supports mobiles. Ce sont des tablettes ou des smartphones, mais pas sur le PC. Donc là, on a déployé la fibre, et ça a été décidé il y a 10-15 ans partout. Oui, sauf que finalement, la moitié des gens n'est pas forcément sur son câble Ethernet ou en Wi-Fi au débit à la maison. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus, il y a un programme haut débit Gigabit Infrastructure Act qui est en place. Pour qu'il suive le besoin de la population, il faut améliorer le réseau cellulaire. Et parmi les usagers, et ça c'est important de bien le comprendre, les jeunes entre 13 et 19 ans passent désormais depuis, on va dire, on a depuis 2022, on les a pas après, mais passent 5h10 par jour sur leur téléphone. Et si vous regardez TikTok, YouTube et autres, maintenant c'est du format haute définition, voire du format 4K. L'écran du téléphone a une définition qui est parfois supérieure à celle du téléviseur, en demi-pixels de large. C'est beaucoup de débit. Et si vous faites de la visio pour échanger avec quelqu'un, vous voyez beaucoup de jeunes, tiens, tu vas bien, ils prennent le téléphone, ils font de la visio. Et on va émettre pour pas qu'il y ait de latence, il faut du haut débit, on va émettre plus d'1 mégabit. Et je vous disais tout à l'heure, le téléphone fait 0,25 watts. Émettre à 0,25 watts 1 mégabit à une station cellulaire qui est à 1 km, c'est impossible. La station, elle doit être à 200-300 mètres. Donc la station, elle doit être à côté de nous. Donc cette jeune génération qui utilise son smartphone est un ultra consommateur de haut débit, pas seulement dans le sens téléchargement, mais beaucoup dans le sens envoi. Là, on fait cette réunion visio, on l'a fait pour une question pratique en utilisant une borne 5G. Et ça marche. Donc c'est un usage que l'on a de plus en plus. Et c'est du haut débit. On n'est plus en kilobits, on est en mégabits reçus et envoyés. Donc on se dit, oui, mais il y a les réseaux 5G. Oui, sauf que ça coûte super cher. Donc là, si vous allez sur le site web d'Orange, vous tapez Orange couverture réseau, il y a une petite interface qui vous permet de voir où sont les stations et qui est la couverture nationale. Si vous cochez uniquement 4G, vous couvrez quand même super bien la France. Le réseau est excellent. Si vous cumulez ça aux autres opérateurs, vous avez 100% de couverture. Maintenant, décochez la 4G, mettez que la 5G. Et là, à moins que vous soyez dans une métropole, vous n'êtes pas vraiment couvert. Donc le sujet, c'est la fracture numérique. Et c'est le sujet qui nous intéresse là, c'est que l'opérateur a fait un lobbying pour pouvoir mettre ses antennes sur l'infrastructure publique comme dans d'autres pays. La France a besoin pour toucher ses redevances que le réseau soit là. Et le réseau, il n'est pas là. Donc, le déploiement à réaliser, il est massif. Il n'est pas encore fait.
on va voir apparaître effectivement ces antennes assez vite. Et les constructeurs d'équipements s'y sont pas trompés. Là, on voit dans le cas de New York une antenne 5G assez haute puissance sur un mât d'éclairage. C'est très discret. Il n'y a plus le critère d'esthétique que Washington a émis au départ avec des trucs qui étaient énormes. On en verra d'autres cas éventuellement par la suite pour d'autres webinaires, mais c'est discret. Donc, il ne faut pas se dire que c'est un truc immonde et qu'on va pouvoir l'interdire parce que ça rayonne trop. Ben non, en fait, parce que quand on le met en place, ça rayonne 10 fois moins que si on dit non à cette antenne et qu'on laisse l'antenne monter sur le toit de l'immeuble qui lui est privé. En droit privé, on peut rien faire. Donc, en droit privé, on a le droit à même 2 kW sur le toit de l'immeuble. Là, la collectivité va pouvoir limiter éventuellement la puissance. Donc ça, globalement, ça arrive. Et c'est difficile de s'y opposer pour des raisons de rayonnement, comme je le disais, puisque le rayonnement est beaucoup plus faible que 10 mètres plus loin. Esthétique, c'est plus discret que le boîtier des caméras de surveillance dans les villes. Donc là aussi, difficile. Donc, c'est là qu'il faut voir comment collaborer et comment mieux gérer ce déploiement. Et c'est là, il y a une opportunité finalement pour les collectivités. Ça consiste à dire, OK, il y a une loi, il y a des étapes dans la mise en place de ces lois. On va le voir dans les prochains webinaires. Ça implique quoi en fait d'installer une antenne, de collaborer avec un opérateur télécom. Et puis, l'aspect légal, c'est finalement, vous gériez vos éclairages publics chez vous avec le M13201, différentes règles AFNOR. Maintenant, le code des postes et communications s'applique au mât d'éclairage. Il y a une nouvelle loi qui s'applique sur le mât, avec des règles techniques, avec des équipements techniques. Le mât d'éclairage, il a un rôle de police. Le maire sécurise, il peut être responsable pénalement si l'éclairage ne fonctionne pas. Comment partager un support physique où pour l'opérateur télécom, lui, il a besoin de border pour son assurance si le mât tombe. En éclairage public, est-ce qu'on sait, il y a 40 ans, ce qui a été fait comme fondation en béton dans le sol, est-ce que ça va rester au vent si on met une antenne en haut? Difficile. Comment est-ce que la collectivité va répondre à ces questions de génie civil? Le mât est trop fragile, ou il tient pas bien, on en voit, on sait, il y a beaucoup de mâts, on les secoue, on les voit bouger à la main. Comment on gère ça? Les réseaux électriques, les fourreaux, le génie civil. Il faut, et ça fera l'objet du prochain webinaire, il faut absolument de la fibre optique pour connecter ces antennes. Parce qu'une antenne, comme je le montrais tout à l'heure, un petit boîtier carré, c'est aujourd'hui 20 gigabits de débit pour une petite antenne comme ça, qui est reliée à un concentrateur très très haut débit. Sur des versions 5G comme ce qu'on voit déployer et ce que, par exemple, le syndicat Énergie des Landes est en train de mettre en place en expérimentation, c'est 2 canaux de 25 gigabits. Donc, il faut vraiment du très haut débit. Et c'est là qu'on va avoir cette problématique de collaboration sur le génie civil dans l'espace urbain, travaux, mais aussi consignation électrique. Si on a 2 réseaux électriques qui arrivent sur un mât, un pour alimenter une antenne, un pour l'éclairage, le gars de l'éclairage se dit j'ai consigné mon réseau, il est allé à l'armoire, il a coupé le courant, c'est bon, il intervient. Et non, il y a un autre câble qui ne voit pas, qui vient du sol, qui vient d'un autre compteur éventuellement à côté, qui monte dans le mât. Là, ça va être un problème. Comment on gère la sécurité électrique? Il y a beaucoup d'éléments, il va falloir se coordonner sur cette mise en place, d'où l'idée à l'AFE de se dire, déjà, il faut être sensibilisé à ces problèmes. Il faut être sensibilisé à qu'est-ce que veut l'opérateur. Il faut soi-même, et c'est ce que dit le règlement européen, la collectivité peut, comme les Américains, dire voilà le règlement chez moi, voilà comment ça se passe, voilà comment on collabore. Et c'est à vous, en fait, de pouvoir mettre en place dans les collectivités ces règlements, à être sensibilisé et avoir au moins, au départ, des bases pour dire voilà l'interlocuteur, voilà ce qu'on accepte, voilà comment. Parce que si vous ne savez pas vous opposer à une antenne, si vous ne connaissez pas les règles techniques, vous n'aurez pas le droit, votre dossier ne sera pas recevable pour vous opposer à une antenne. Si l'opérateur vous met une antenne en face de l'école, vous ne pourrez pas l'empêcher. Donc, c'est pas ce qu'il veut faire, bien sûr. Lui, il cherche simplement à couvrir une zone où les lycéens, les collégiens, quand ils sont 1500 dans un bâtiment et qu'ils absorbent de la bande passante de manière phénoménale pendant leur pause, pour faire quelque chose, effectivement, l'opérateur, il est saturé. Donc, il va devoir trouver une solution. Il faut collaborer. C'est ça l'idée. Et c'est ce que cherche l'opérateur. Donc, c'est ces éléments-là où on va par la suite voir
comment travailler ensemble sur les infrastructures, comment les installateurs ont un rôle à jouer. Hein, il y a un mot ou un autre, on aura atteint 80%, 100% des équipements en LED en France. Les gars qui posent ça, ils vont avoir un deuxième métier en fait. Pas parce que la lanterne tient 15 ans qu'on va se dire pendant 15 ans on va rien faire et puis on rembauchera les gars pour poser les lanternes après. Donc il y a un nouveau métier et comme disait Laurent tout à l'heure, c'est dans cet esprit de smart city et de collaboration se dire le mât il a plein d'usages, donc il va falloir qu'on travaille ensemble avec les intervenants de ces nouveaux usages pour que ce soit bien l'éclairage public qui définisse la sécurité et que ce soit l'éclairage public qui soit conscient et capable d'échanger avec ces nouveaux interlocuteurs. C'est ça l'enjeu, en fait, qu'on va essayer de développer au fur et à mesure à travers ces webinaires, éventuellement en vous accompagnant aussi sur l'expérimentation si vous avez besoin avec des opérateurs télécoms. Donc, mais il y a un sujet, et c'est là où la FE peut vous accompagner pour comprendre ça et pour vous aider, dès qu'un opérateur viendra, à mieux être armé pour collaborer. Voilà un petit peu. Donc, si vous avez des questions, on va passer là. Eh bien, merci beaucoup, Yves. Effectivement, on a laissé un espace de questions, d'interaction avec vous. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est maintenant. On vous écoute. Première chose, j'espère que ce webinaire vous a plu. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Hein, comme je disais, on essuie un peu les plâtres. C'est le premier. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire quelques retours. Hein, ça nous plaît toujours. Si vous avez déjà ces expériences, eh bien, contactez-nous. Hein. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a vécu ça, qui peut nous amener ce retour d'expérience pour participer au prochain webinaire. Ça pourrait être de façon collective. C'est beaucoup plus intéressant quand on est un peu plus nombreux autour de la table. Si vous êtes intéressé pour l'avoir en région, n'hésitez pas aussi. Voilà, donc je sais pas, par exemple, Alain, quoi, tu es président AFE aussi. Qu'est-ce que tu penses parce que tu as dû certainement mettre en œuvre quelques webinaires, quelques actions en région, et j'aimerais bien avoir ton retour. Qu'est-ce que tu en penses pour cette première? Évidemment, la 5G, enfin, quand on travaille dans l'éclairage, j'étais longtemps chez un fabricant, on s'est bien sûr attaché à développer des solutions LED et puis plus récemment des solutions communicantes. Donc, on voit ici que ça vient par une réglementation. La 5G, on a dans le téléphone, mais on voit une réglementation qui va rapprocher l'éclairage public des télécoms. Donc, ça semble être une tendance énorme. Donc, il y a des questions sur ce luminaire communicant, parce que tout le monde fait des luminaires communicants en disant est-ce que je mets du Zigbee, est-ce que je mets du LoRa, etc. C'est vrai que si demain il y a du 5G, peut-être ça pose des questions. Quand on s'intéresse au mat d'éclairage, on a des réglementations assez strictes. Faut pas, tout le monde le sait ici, mais la norme N40 est quand même une norme avec certification de rang 1. Donc, en fait, les fabricants sont tenus de faire des justifications de leurs calculs. Et donc, le fait d'apporter des modifications sur un support d'éclairage, ce sera peut-être le webinaire 2, mais c'est des questions qui sont assez importantes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème, puisque les équipements qu'on va mettre sont assez compacts, mais il faut quand même justifier. Donc, il y a vraiment beaucoup de… Et on voit sur tous ces sujets télécom, il y a pas mal de sujets sur l'IA, la cybersécurité, etc. Tout ça, ce sont des réglementations européennes qui arrivent à peu près tout en même temps. Donc, on voit qu'il y a une temporalité qui est à prendre en compte. Donc, oui, je disais, on essuie les plâtres aujourd'hui et puis on a quand même que peu d'années pour se mettre en exécution. Et après, je suis plutôt confiant, puisque je l'ai appelé au GNL il n'y a pas longtemps, on a réussi à faire la transformation des LED en quelques années seulement. C'est tous les acteurs, hein, les collectivités, les bureaux d'études, les installateurs, les fabricants. Donc, je suis assez confiant que si on prend le sujet assez tôt et correctement, on peut arriver à, effectivement,
profiter de la dernière slide qui s'appelait opportunité, quoi. Oui. Se mettre en En fait, conformité, ça c'est important. Et puis, les opportunités. Après, il y a un dernier sujet qui est prégnant quand on est un fabricant de luminaires d'éclairage public. On est assez challengé sur l'aspect design, beaucoup plus qu'aux États-Unis, voire en Angleterre. Ça, je peux en témoigner largement. Donc, il y a aussi peut-être des choses à faire pour aller encore plus loin dans l'intégration. Il y a une question de volume, mais peut-être qu'on peut encore faire mieux. Quand je pense aux caméras de surveillance, on en met dans certains luminaires pour cacher la caméra dans des luminaires. Donc, il y a peut-être des pistes pour intégrer ça encore mieux, parce que l'esthétique restera en France quelque chose de très, très important. Il y a effectivement… Donc, c'est un vrai sujet intéressant. Je suis très content qu'on démarre ce sujet-là, à titre personnel et au niveau de l'AFE. Merci beaucoup, Alain. Et je rebondissais effectivement sur l'intégration. Il y a une question de Régis là sur est-ce qu'il faut conseiller à nos clients de prévoir des fourreaux pour la fibre optique en parallèle des réseaux EP. Peut-être que Régis peut développer, puisqu'il l'a écrit, il peut peut-être en parler directement. Voilà, c'est plus vivant, hein, c'est plus De façon lire. interactive. Oui, Voilà. bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, je viens d'activer mon micro. On s'entend très bien. Ok, merci. Oui, parce que effectivement, si on doit poser des relais sur les mâts d'éclairage, ces relais, ce que vous expliquiez tout à l'heure, si j'ai bien tout suivi, il faut qu'ils soient reliés sur une fibre optique. Cette fibre optique, il va falloir la mailler sur le réseau de télécommunications. Aujourd'hui, on a des réseaux qui sont reliés à des armoires d'éclairage public qui sont indépendants. Ça veut dire que sur les projets neufs, il faut prévoir de mailler les réseaux télécoms et les réseaux éclairage. Et il faut prévoir de tirer une fibre jusqu'au mât, c'est ça? Enfin, c'est la question que je pose parce que on va travailler je sais pas, je connais pas le pédigré des autres personnes qui participent à la réunion ce matin. Et moi, je travaille sur tout type de collectivité, du village de 50 habitants aux métropoles. Je sais pas exactement dans quel endroit on aura le plus besoin des relais 5G, mais j'ai l'impression que ce soit à peu près partout. Et donc, du coup, il faut que aujourd'hui, je pense pas que l'infrastructure permette facilement de dérouler la fibre, quoi. Alors, c'est une bonne question, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un webinaire un petit peu où on va rentrer dans le dur de ces sujets. Mais la réalité, c'est que et il y a une réalité économique et une réalité de gestion des travaux. On voyait tout à l'heure que le règlement parle des constructions de nouveaux bâtiments et des façades, prévoir le passage des fourreaux et des câbles pour les fibres. Ils l'ont pas dit pour les mâts d'éclairage. Mais en fait, tacitement, oui. Et le cas de Toulouse qui nous intéresse, c'est vrai on connaît un peu ici, tout le quartier cartoucherie, tous les nouveaux quartiers de Toulouse, les mâts sont très souvent fibrés. Alors, pas pour la 5G. Ils sont fibrés pour les caméras de vidéosurveillance. C'est ce que disait Alain tout à l'heure. Les caméras de surveillance, c'est un vrai sujet. Il y en a de plus en plus. Et la compétence que vous développez pour brancher une caméra, elle est extrêmement proche de celle pour un réseau cellulaire. Donc, l'opérateur télécom, il lui faut de la fibre. Il lui faut des fibres noires, vraiment des fibres dédiées pour connecter ces systèmes. Il y a une architecture qu'on appelle Open RAN. En fait, la partie qui est sur le terrain est très petite par rapport à la partie qui contrôle la transmission qui est déportée. Donc ça facilite ce genre de déploiement, mais à l'inconvénient, il faut, si on met deux petites antennes, c'est-à-dire deux opérateurs télécoms qui partagent un même mât, il va falloir 8 fibres, c'est-à-dire 4 fois 2 fibres. Là, ça commence à consommer effectivement, et c'est pas prévu par défaut en réserve dans les passages de fourreaux qu'on trouve devant des zones en zone rurale. Donc, on va trouver des antennes comme ça en zone rurale parce qu'un village, il n'a pas du haut débit et il a le droit d'avoir du haut débit comme tout le monde. Parce qu'il y a des ZAC et que les ZAC, pareil, télétravail et puis des besoins ou des usagers qui sont un peu nomades dans ces zones périurbaines, mais ils ont besoin de débit. Donc, beaucoup de besoins en rural. En métropole, moins. En métropole, c'est relativement sécurisé, mais le vrai problème va être les forces humaines, les ressources pour l'opérateur qui pourra pas maintenir tout ça. Et l'opérateur va s'appuyer aussi non seulement sur les gens qui construisent des réseaux, mais demain,
pour que ces gens-là fassent le premier niveau de support. Et là, il y a une opportunité pour pas mal d'acteurs sur la partie télécom et sur la partie également énergie. Comme disait Alain pour le mât, globalement, il va falloir traiter le cas où on n'aura plus le droit de percer un mât où il y a une antenne dessus. Parce que qui prend l'autorisation, qui prend le droit de dire, bah, le mât, je l'ai percé, le trou, il va rouiller peut-être dans 15 ans, le mât, il va être fragilisé. C'est pas ce qui était prévu dans le cahier des charges d'opérateur télécom. Il va falloir en fait encadrer des choses qui étaient un peu tolérées, où il arrive parfois que l'exploitant d'éclairage public découvre une caméra de surveillance sur son mât. Il y a 6 trous, tout a été remanié, et il n'était pas au courant. Donc tout ça, il va falloir un petit peu l'organiser, quoi. Voilà. Mais le prévoir à la construction, c'est encore mieux. Merci Régis pour cette question. Voilà, Est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous pouvez l'écrire, hein, vous pouvez prendre la parole. On est là pour discuter entre nous. Je sais pas, Frédéric, par exemple, ou également à mettre un mot qui vous a intéressé et n'hésitez pas non plus à le faire savoir parce que pour le prochain webinaire, on va entrer dans le dur, hein, voilà, dans des choses techniques. Il y a une question Très bien, importante. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça de Kenpachi. Il y a 2 réseaux effectivement électriques. Ça va être un vrai sujet. On en parlera la prochaine fois, mais là, On peut peut-être donner la main. Je vois qu'il y a une main levée. Ouais, Oui, oui. ça. Comment Allez. est-ce que... Hop. Celui de parler, c'est bon. N'hésitez pas à prendre la parole. En audio, hein, à moins que le micro ne marche pas. Kenpachi, c'est possible de se connecter au... Bon, on va lire les questions. On va faire avec ouais. Donc, il y a donc, je t'invite juste sur Kenpachi, ouais. Donc, il y a une question de sécurité électrique où, évidemment, il va falloir mettre en place des indicateurs dans le mât pour que toute personne qui intervient pour consigner son mât soit forcée de consigner ou ne puisse pas, j'allais dire, agir sur son mât tant qu'il n'y a pas une totale consignation de l'autre réseau. Donc là, il y a un vrai problème de procédure où il va falloir utiliser des blocages physiques quasiment, des éléments très durs pour avoir une consignation du mât. Donc, il y a 2 réseaux. Quoi qu'il arrive, il est hors de question d'intervenir sur un réseau sans couper les 2. Voilà, Alain m'arrêtera s'il pense le contraire, mais je suis quasiment sûr que il faut tout arrêter. Donc, il faut absolument s'assurer qu'on a tout arrêté, des indicateurs pour ça, et puis des blocages physiques. C'est un vrai sujet. Après, la partie sécurité d'intervention pour les ondes, il y a des distances de sécurité qui existent, qui sont codifiées. L'opérateur télécom qui met son antenne forcément respecte la loi. Lui, c'est hyper cadré. Donc là, on peut quand même avoir confiance aux opérateurs télécoms publics. Il y a un enjeu peut-être pour les collectivités de dire, OK, on accepte l'antenne, on vous bloque pas, on vous freine pas, mais bah, OK, on voudrait quand même que vous soyez au moins au quart de ce que vous avez le droit de faire. Et c'est pour ça qu'il y a un sujet de collaboration. S'il y a donnant, on vous aide, mais vous faites ça plus proprement et arrêtez de mettre des antennes énormes, là, il y a un intérêt pour la collectivité de mieux accompagner ça. Quoi qu'il arrive, et il y a aussi un problème, si on monte avec une nacelle pour entretenir la lanterne, on voyait tout à l'heure, l'antenne est au-dessus, dans pas mal de cas, du luminaire. À Toulouse, dans quelques cas, elle est en dessous. Si j'ai la tête à 20 cm dans l'axe d'une antenne de 60 watts, c'est pas très bon. Donc, il va falloir de toute façon aussi dans les procédures que si quelqu'un intervient sur l'éclairage public, celui qui s'occupe de l'éclairage public est souverain sur le mât
et donc puisse couper l'antenne. Donc, à moins que sur une antenne, sur des très faibles puissances, comme on voyait tout à l'heure, qui sont un peu plus puissants qu'un téléphone portable, dès qu'on sort de cette catégorie de puissance, faut couper. Donc là, il y a un vrai sujet. Ça, c'est clair. On en parlera la prochaine fois dans la partie réglementation. Mais il y a un vrai sujet. Ensuite, on a JH. Alors, je ne sais pas si c'est un pilote de Formule 1, Johnny Herbert. Non, bon, c'est possible de présenter oralement les questions. Oui, Après, si vous êtes timide, vous pouvez l'écrire effectivement. Prenez la parole. JH. On ne sait même pas qui c'est. Non. Bon, ben on peut introduire la question. Voilà. Donc, les reflux small cell, sur les arguments techniques, à partir du moment où c'est un opérateur télécom et qu'il y a déjà des procédures qui sont archi étudiées en sécurité électrique, ça va être difficile de s'y opposer. Ça va être au cas par cas si vraiment il y a des cas particuliers. La ville de Paris, par exemple, il y a des réseaux qui sont extrêmement compliqués. Donc, ce sera difficile de s'y opposer. Après, sur la partie esthétique, oui, on peut s'y opposer. On peut demander à l'opérateur qu'il peigne son antenne de la couleur du RAL du mât. On peut éviter qu'il soit trop gros, de voir les câbles, de voir les attaches. C'est là où il y a justement une réglementation où la collectivité pourrait très bien dire, OK, voilà mon règlement, il est faisable parce que c'est faisable et qu'on l'a vérifié. C'est pour ça que ces échanges-là sont importants en ce moment. C'est qu'est-ce qui est faisable pour que justement la collectivité sache rédiger quelque chose qui tienne debout. Parce que c'est subjectif, l'esthétique. C'est beaucoup plus compliqué que la sécurité électrique. Donc, l'autre question, les gestionnaires peuvent-ils monétiser l'utilisation de leur support EGAN? Alors oui. Donc, il y a deux choses. Le règlement européen dit quand même une chose qui est assez embêtante. La collectivité n'a pas le droit de facturer plus que ses frais administratifs. Pour bien connaître les syndicats d'énergie, certains ont une compta analytique, d'autres l'ont pas. Au niveau d'une ville, ça va être compliqué de déterminer qu'est-ce qui coûte quoi exactement sur un mât et qu'est-ce qui fait partie. Tout ça, c'est des budgets globaux, mais pouvoir le déterminer mât par mât et action par action, difficile. Il y a des bordereaux de prix, c'est des prix forfaitaires. Donc, les frais administratifs, on voit, c'est pour ça que j'ai mis le cas de Londres. Oui, à Londres, c'est pareil pour Glasgow. Glasgow, c'est 250 livres par an. Les États-Unis, c'est 270 $ par an. En fait, on va trouver assurément, quand on regarde les prix d'autres pays européens, un prix qui va être assez proche et ça va être plus ou moins un prix convenu d'un coût raisonnable de donner l'accès à l'infrastructure publique. Maintenant, si la collectivité fournit du service à l'opérateur, je parlais tout à l'heure de maintenir le mât, assurer que physiquement il est en place, le nettoyer de temps en temps. Il peut y avoir des prestations qui sont déjà dans l'éclairage public, qui sont contractées, et parce qu'elles sont faites sur la station cellulaire qui est juste à côté de la lanterne, le coup de brosse, il n'est pas inutile non plus sur l'antenne pour pas que les scories et puis l'eau réduisent sa performance de rayonnement. Du coup, c'est facturable. Il y a un ensemble de choses qui sont facturables. Les gaines, oui, elles sont facturables. Là, les gaines télécom fibre, je disais tout à l'heure, il va falloir connecter à la fibre. Là où on va toucher 250 € peut-être pour un mât par an, la fibre, pour raccorder le central à haut débit avec une fibre dédiée, ça va peut-être être 1000, 2000 € de fourreau par an. Donc, en fait, ça va plus rapporter sur les gaines que possède la ville que sur le droit d'usage du mât. Et c'est pour ça que dans le sujet installation, il y aura ce sujet fibre qui est très important. En fait, une antenne cellulaire, c'est une extension d'un réseau fibre physiquement pour schématiser. Et c'est comme ça qu'il va falloir vraiment traiter ce cas-là. C'est une extension de réseau fibre et réseau électrique pour alimenter un H24. Il y a non seulement des travaux de génie civil, des coûts, mais il y a aussi potentiellement des redevances là-dessus, des RODP à toucher, évidemment. Yves, si on parle de 250 € par antenne, par point lumineux, d'un côté, les opérateurs, ils sont à l'aise avec ce type de redevance, c'est-à-dire qu'ils, dans leur business, ils l'ont intégré, ils ont ça en tête, ouais. Oui, donc par expérience, le 250 €, ça passe partout, quel que soit l'opérateur. Alors en fait, l'opérateur, il y a une notion, ce qu'on appelle le tower co. L'opérateur est rarement celui qui loue l'emplacement. Dans la très grande majorité des cas en France,
les opérateurs ont des filiales où ils font appel à des sociétés spécialisées qui construisent la tour ou construisent l'infrastructure sur le toit pour mettre les antennes de 2, 3 opérateurs télécoms. Donc, il y a une structure qui assure la neutralité du partage d'infrastructures physiques. C'est eux qui vont louer CEMA. C'est eux qui vont assurer un droit équivalent public pour que tous les opérateurs accèdent au même prix à l'espace public dans les mêmes conditions. Donc, une ville n'aura pas à se battre avec SFR ou Free ou machin. Ah ben moi, je veux seulement. Ah ben non, moi, je suis là. Ah ben celui-là, il est mieux, etc., etc. Ça va être une foire d'empoigne. Non, la Towerco, aujourd'hui, ça règle le problème déjà. L'ARCEP suit ça, l'État suit ça. C'est un modèle qui est en train d'évoluer. La FNCCR, il travaille aussi, et il y a une commission le 15 octobre de la FNCCR qui va commencer à travailler sur ce sujet. Donc, c'est comment mutualiser l'espace, ses droits d'accès, et puis ses redevances. Et aujourd'hui, 250 €, ça passe chez le Towerco. On peut parler même de redevances supérieures, 500, 600 €, voire 1000 € en métropole. Toulouse facture 1000 € Orange par an. Voilà, ça c'est possible et c'est là qu'il y a un intérêt pour la collectivité d'aider à financer l'éclairage public. C'est ça aussi le sujet. Parce que c'est significatif, 250 € par an de redevance sur un mât d'éclairage, c'est quand même oui. Pas mal. Redevance. Ça va vite. Oui, ça va vite, ça va vite. C'est pour ça que pour les petites communes, c'est un vrai sujet. Alexandre Colognier qui avait 180 000 points lumineux, je crois, à l'époque en Vendée. Ça peut aller vite. Les Landes, c'est 200 000 et du coup, ils peuvent commercialiser beaucoup. 50 millions d'euros. Ouais, t'as bien le chiffre en tête, effectivement, c'est oui. Voilà. Mais non, c'est un vrai sujet et c'est pour ça qu'il faut être proactif. C'est-à-dire que nous, par notre expérience, si vous subissez la réglementation, vous pourrez facturer que les frais administratifs. Et c'est pas 250 €. Vous aurez du mal à justifier de plus que 50 €. Parce qu'aujourd'hui, un mât, dans beaucoup de cas, si on regarde le schéma des syndicats d'énergie qui est assez bien cadré, ils facturent 20, 23 € à la collectivité, ils touchent des redevances. Et c'est là où c'est bien compliqué parce que le syndicat, il est financé par le réseau électrique, en fait, des redevances sur le réseau électrique. Il a plein de sources de financement qui ne sont pas spécifiquement liées à ce mât. Donc, si on dit finalement, qu'est-ce qui est facturé? On facture 23 € par an pour maintenir le mât à la collectivité. Oula, non, c'est pas le vrai prix, en fait. Donc, comment prouver quel est le vrai prix? 50 €, 60 €? On n'atteint pas 250. Comment on fait pour atteindre 250? Donc, c'est là où on va pouvoir, et c'est un des buts de ce travail, et c'est de se dire, il faut trouver un consensus. Et à partir du moment où on aura ce consensus sur une valeur de traiter le cas particulier du bas, on donne une valeur arbitraire et l'opérateur est prêt à la payer. Et après, s'il y a des fourreaux, des fibres, une collaboration, la collectivité pourra facturer plus. L'opérateur n'est pas contre parce qu'il a très bien compris que s'il a besoin d'un espace, d'un endroit quelque part où il y a du monde, s'il collabore, le génie civil va lui coûter moins cher. Ouvrir un trottoir pour passer un câble, c'est d'un coût qui est délirant pour la fibre. Si on arrive à collaborer avec l'équipe d'éclairage public et se dire, tiens, il y a une chambre de tirage là qui est en fibre, il y a ça, on va essayer de passer par là, le câble, c'est la fibre optique, il est non conducteur. Est-ce qu'on pourrait pas le passer juste entre la chambre de tirage du câble qui est à 20 mètres de la lanterne et rentrer par le bas du mât? Dans certains cas, ce sera possible. Il y aura plein de choses faisables si on collabore efficacement et c'est là qu'il y a une possibilité de dire, OK, on coexploite un emplacement plutôt que subir une exploitation d'emplacement. C'est ça l'objectif d'une meilleure entente et la mise en place de collaboration avec les collectivités. Merci beaucoup Yves. Je pense qu'on est dans le timing. S'il y a d'autres questions, on est toujours preneur. Mais j'espère que ce premier webinaire vous a plu. Peut-on imposer, oui, la pose d'un mât distinct ou poser un mât distinct pour les opérateurs afin de simplifier la gestion ultérieure? Alors oui, on pourrait le faire, mais c'est juste que là, un problème de coût, c'est que rajouter un mât sur l'espace public,
il y a le génie civil, il y a le fourreau, il y a le référencement. Ensuite, pendant les 30 ans, on va voir quelqu'un s'en occupe. Donc, si on regarde en fait tout bêtement, et on verra ça dans le dernier webinaire, l'opérateur, il signe un contrat, marché public, mise en concurrence, il va signer, disons, 12 ans de droit d'usage du mât. Au bout des 12 ans, hop, fin de son contrat. Il doit remettre tout en état. Si c'est un mât d'éclairage, il n'a qu'à enlever son matériel, c'est bon. S'il a mis en place un nouveau mât, qui va entretenir ce nouveau mât ensuite? Du coup, la collectivité se retrouve avec un poteau en plus qu'elle va devoir maintenir. Ça, c'est un souci. Et il faudra trouver une solution pour éviter de rajouter ce mât. Ça peut, mais c'est quand même rajouter des mâts, c'est pas du tout dans la tendance du temps, de l'air du temps sur sur les réseaux d'éclairage public. C'est plutôt l'inverse. Hein. D'autres questions avant de conclure? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Je pense qu'on peut conclure, sauf s'il y a d'autres ou une main levée ou non. De toute façon, gardez vos questions si vous en avez, regardez sur Internet hein, pour le prochain webinaire. L'idée, c'est que ce soit interactif, hein, évidemment. Je vous remercie tous pour ce premier webinaire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et qu'il vous a plu. Et on va pouvoir clôturer cette première session. Ça marche. Merci à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.